Apprendre à hypnotiser a complètement changé ma vie. Dans cette vidéo, j'ai condensé la sagesse que m'ont apporté mes 13 ans d'expérience en tant qu'hypnotiseur. Je suis tombé amoureux de l'hypnose à l'âge de 14 ans et on s'est jamais lâché. Depuis, j'ai hypnotisé au moins plus de 10 000 personnes dans toutes les situations possibles et j'ai appris l'hypnose à plus de 1000 personnes, médecins, thérapeutes, psychologues, à travers mon métier de formateur. Aujourd'hui, je vais te résumer toutes ces années de pratique en 13 minutes et en 7 leçons. Leçon numéro 1, la confiance est primordiale en hypnose. La première fois que j'ai hypnotisé quelqu'un, c'était donc à l'âge de 14 ans. Je peux vous dire qu'à 14 ans, j'étais pas une flèche. J'étais vraiment un garçon quelconque, un enfant comme les autres, et pourtant j'ai pu hypnotiser quelqu'un. Et quand je vous dis quelqu'un, je parle pas seulement de mes camarades de classe. J'ai même pu hypnotiser des adultes. Alors ça peut vous faire sourire, mais tenez, imaginez-vous, là comme ça à 14 ans. Est-ce que vous imaginez pouvoir hypnotiser quelqu'un qui a 2 fois, voire parfois 3 fois votre âge ? Voilà, je peux vous dire que ça fait un petit peu bizarre, et quand j'étais plus jeune, du coup, ça me faisait même un peu peur, et pourtant, j'ai réussi. Parce que j'ai eu la chance d'avoir la chose la plus importante de toutes pour avoir des résultats en hypnose, c'est la confiance. J'avais confiance en moi, ou plutôt je savais très bien faire semblant d'avoir confiance en moi. En fait, à cet âge-là, 14-15 ans, je faisais des cours de théâtre, et voilà, en cours de théâtre, on faisait parfois des moments d'improvisation, et donc moi, je m'étais mis un petit peu dans cette espèce de schéma mental d'être en cours d'improvisation, et en fait, en me replongeant à l'intérieur, j'arrivais à faire comme si ça faisait des années que je faisais de l'hypnose. Et avec ça me développait une sorte de confiance qui me permettait un petit peu d'avoir des résultats qui étaient quand même assez énorme, alors que mon niveau de compétence était vraiment ridicule. Ça peut vous paraître très étrange dit comme ça, mais la confiance en hypnose, c'est 80% du travail. Il y a même une phrase de Milton Erickson, un grand hypnotiseur que vous connaissez peut-être, qui nous dit « Vous savez, la transe hypnotique ne devrait pas être une chose laborieuse. La simple confiance dans votre voix, la simple confiance dans votre capacité à induire une transe, c'est cela le plus important. » Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la confiance réelle, celle que vous sentez en vous-même, qui est la plus importante. C'est la confiance que les autres perçoivent. Plus les autres vont percevoir une grande confiance en vous-même, et plus vous serez capable de les hypnotiser. Je pense que si vous voulez apprendre l'hypnose, c'est la première chose, la chose peut-être la plus importante que vous devez comprendre. Leçon numéro 2 que m'ont appris ces 13 ans d'hypnose, c'est que la réalité, votre réalité subjective, telle que vous la percevez, n'est qu'une illusion. C'est votre cerveau qui vient récupérer des mesures très précises via tous les outils, tous vos sens, qui derrière restructurent l'information pour que lui-même comprenne ce qui l'entoure. Mais en réalité, c'est qu'une toute petite partie du monde. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que chaque personne peut percevoir, peut ressentir, peut interpréter une réalité de 1000 façons différentes. Vous prenez 1000 personnes, chacun va percevoir la réalité différemment. Ce qui m'a vraiment fait comprendre que la réalité était une illusion et qu'on pouvait vraiment la percevoir de plein de façons différentes, c'était bien un événement assez traumatique que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Pour vous expliquer, j'étais en cours d'SVT et ce prof un jour nous faisait un cours sur toutes les maladies cérébrales. Et il nous expliquait par exemple ce que c'était qu'un AVC et comment ça pouvait impacter le cerveau. C'était assez intéressant et puis à un moment je lève la main de façon anodine et je lui demande à ce prof si nous aussi, les jeunes, on pouvait aussi être atteints d'un AVC. Parce que ça me paraissait impossible. Je lui ai dit, pour moi ça c'est une maladie pour les personnes âgées. En fait, il me regarde dans les yeux à ce moment-là, il y a un petit blanc qui se fait dans la salle et il me dit « Non, tu sais Haïm, toi aussi tu pourrais mourir d'un AVC. Ça touche des gens de ton âge tous les jours. » Et donc là, je le regarde et je lui dis « Mais vous êtes en train de me dire que là, je pourrais aller me balader tout à l'heure et faire un AVC ?» Et il me dit « Bah oui, c'est probable, c'est possible. Alors c'est moins probable à ton âge, mais ça arrive. C'est pour ça qu'il faut reconnaître ces signes et il faut s'en préparer. » Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que je pouvais mourir. Alors, j'étais pas con, je savais que je pouvais mourir. C'est juste que je me suis rendu compte que je pouvais mourir aujourd'hui. Alors qu'avant, je pensais que j'allais mourir plus tard, que c'était une question à laquelle j'étais obligé de répondre aujourd'hui. Et je vous avoue que cette simple idée m'a traumatisé, à tel point que le mois entier, après ce moment-là, je dormais très mal, j'avais peur de sortir de chez moi, je simulais comme quoi j'étais malade, je voulais pas m'endormir parce que je me disais que peut-être que quand j'allais dormir, en fait, j'allais faire un AVC et en fait que j'allais mourir du coup dans la nuit. Bref, c'était un moment qui a été assez terrible, et ce qui m'a permis de sortir de ça, c'était justement le fait de m'auto-hypnotiser. C'est un petit peu dans ce moment de détresse un peu que je me suis dit, en fait j'arrive à hypnotiser les autres, pourquoi est-ce que je pourrais pas utiliser ces techniques de transformation sur moi-même? Donc suite à une discussion que j'ai eue avec ma mère qui m'a beaucoup aidé, j'ai décidé aussi de m'auto-hypnotiser pour m'aider à percevoir la mort différemment. Après cette expérience, je me suis simplement dit que j'avais 2 décisions à prendre, soit d'avoir peur en permanence de mourir et de pas vivre des choses intenses dans ma vie, soit que je pouvais au contraire utiliser la mort comme une alliée pour me pousser à faire des choses dans ma vie. C'est ce que j'ai décidé de faire. Et ça, je l'ai compris simplement en m'auto-hypnotisant. J'ai réussi à percevoir la mort d'une façon complètement différente, alors que c'était quelque chose qui me terrifiait. Et c'est une transition toute trouvée pour la leçon numéro 3. L'hypnose a un pouvoir de transformation incroyable.
Pour te schématiser ça, je vais t'expliquer une anecdote qui m'est arrivée à l'âge de 16 ans alors que j'hypnotisais dans la rue. Faut imaginer que je suis avec quelqu'un, un volontaire, qui lui fait les premiers tests et je remarque qu'il est super sensible à l'hypnose. Je commence à l'hypnotiser et on fait des trucs assez ludiques et il réagit super bien. Et c'est là qu'il m'avoue quelque chose. Il me dit écoute, je me sens super bien, je me sens très détendu et en fait ça fait 3 ans que je souffre de dépression. Je vois un psy toutes les semaines et je prends des antidépresseurs. Est-ce que tu penses que tu pourrais faire quelque chose pour moi ? À ce moment-là, j'ai eu un dilemme extrêmement fort dans mon esprit. Puisqu'il faut imaginer que le monde de l'hypnose à l'époque était vraiment différent. À l'époque, beaucoup d'hypnotiseurs pensaient, et j'en faisais partie, que l'hypnose rapide était destinée qu'à faire de l'hypnose ludique. On pouvait utiliser ça que pour s'amuser. Pour faire autre chose, pour faire de la thérapie, il fallait suivre des formations extrêmement chères et faire de l'hypnose ericksonienne. En gros, c'est ce qu'on nous disait. Alors pas exactement comme ça, mais vous comprenez le délire. Du coup, face à la question de ce type, je suis un petit peu mal à l'aise. Je me dis, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je teste quand même quelque chose ? Alors j'ai quand même essayé quelque chose. Je lui ai fait une suggestion d'ancrage. En gros, je lui ai dit qu'à chaque fois qu'il allait serrer son poing, il allait se sentir incroyablement bien. Ça allait le détendre, il allait sentir comme de l'euphorie, autant d'euphorie qu'il le voulait. Il me dit ok, vas-y, on teste ça. Et je lui dis surtout, n'arrête pas tes antidépresseurs, va toujours voir tes psys, on fait vraiment ça comme ça pour voir ce que ça donne, et puis après tu pourras rentrer chez toi et réutiliser cet ancrage si t'en as besoin. Il me dit ok, pas de souci. Donc je prends toutes les précautions nécessaires, je lui fais cette petite suggestion, et puis au moment de l'ancrage, il ouvre les yeux, plein de larmes. Il est en train de pleurer. Mais il est en train de pleurer de joie. En fait, il se sent incroyablement bien. Et moi, je suis hyper surpris. Je pensais pas que ça allait fonctionner aussi bien. Il me regarde dans les yeux et il me dit, écoute, ça fait 3 ans que je me suis pas senti aussi bien. Et il m'a remercié, il a trouvé ça incroyable et il a gardé cet ancrage par la suite et il est rentré chez lui. Alors malheureusement, j'ai pas de nouvelles de ce volontaire et je sais même pas si c'est vrai ce qu'il m'a dit. Peut-être qu'il a extrapolé parce qu'il était justement hypnotisé. Voilà, faut prendre cette anecdote quand même avec des pincettes. Mais ce qui est sûr, c'est que cette anecdote toute simple m'a fait comprendre que l'hypnose, ça pouvait être quelque chose d'extrêmement puissant, mais qu'en contrepartie, il fallait vraiment faire attention. Et ce qui est encore plus fascinant là-dedans, c'est que nous, hypnotiseurs, on n'a pas des pouvoirs magiques. C'est pas magique l'hypnose. L'hypnose, c'est une sorte pour moi de placebo honnête. On utilise juste nos mots et on va expliquer aux gens que c'est nos mots qui vont les transformer. Et c'est ce qui se passe. Nos mots transforment les gens. C'est ce que j'ai toujours trouvé fascinant, et c'est ce que je trouve fascinant encore aujourd'hui. 4e leçon que m'a appris l'hypnose, et notamment le fait d'avoir accompagné des centaines de personnes à aller mieux grâce à l'hypnose, c'est que l'attente est souvent source de déception. Les gens ne sont jamais déçus par rapport à ce qui leur arrive, ils sont jamais tristes, déçus, malheureux à cause de ça, ils sont malheureux à cause des attentes qu'ils avaient par rapport à la situation. Tu t'attends à ne jamais avoir de problème de santé, et puis du jour au lendemain, t'as un cancer. Bam, ça tombe dessus. Tu risques d'être extrêmement malheureux. Bien plus malheureux que la personne qui se dit qu'à tout moment, il pourrait avoir une maladie. Et le jour où ça arrive, c'est comme s'il était déjà prêt. C'est notamment le cas lors d'une rupture, jusqu'à énormément de fois des personnes qui souffrent énormément d'une rupture amoureuse, simplement parce qu'en fait, ils ne s'attendaient absolument pas à ce que ça arrive, et encore moins à ce que ça arrive maintenant. Et au moment où ça arrivait, ils ont été détruits. Ça, je m'en suis rendu compte à force d'accompagner des dizaines et des dizaines de personnes, et je me suis surtout rendu compte que l'hypnose, c'était un moyen exceptionnel de recadrer ses attentes. Peut-être les attentes futures, via un événement qui pourrait nous faire souffrir, mais aussi pour recadrer les attentes qu'on avait par le passé pour que notre moi du présent aille beaucoup mieux. Leçon numéro 5, l'hypnose m'a fait comprendre que l'inconscient, votre inconscient, mon inconscient, c'est celui qui domine toujours. Vous n'aurez jamais le pouvoir sur lui, c'est toujours lui qui aura le pouvoir sur vous. Alors qu'est-ce que c'est l'inconscient ? La théorie la plus simple, et celle que je préfère, celle qui est la plus rigoureuse, est celle du système 1 et du système 2, inventée et promue par Daniel Kahneman. Elle stipule que notre pensée fonctionne à 2 vitesses, une pensée qui va être extrêmement rapide, c'est votre pensée inconsciente. Par exemple, essayez de ne surtout pas répondre à la question 2 plus 2. Vous y avez répondu. Essayez de ne surtout pas penser à la couleur du ciel. Ça paraît aussi très compliqué de ne pas le faire. L'avantage de ce système 1, c'est qu'il est extrêmement rapide et donc il est vraiment nécessaire à votre survie. C'est lui qui vous permet de marcher, de respirer, bref, il vous permet de faire la plupart des choses que vous faites dans votre vie. Le problème de ce système, c'est qu'il fait parfois des erreurs et même qu'il se fait passer parfois pour le fameux système 2. Le système 2, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est votre pensée qui est plus lente. C'est votre pensée rationnelle, ce qui vous permet de payer vos factures, de réfléchir à des sujets philosophiques, de faire fonctionner votre esprit critique. Ce système, il a le désavantage d'être extrêmement énergivore et en plus d'être un gros fainéant. Donc on veut l'utiliser le moins possible. Et c'est pour ça que c'est le système 1 qui l'emporte toujours. Et ce système 1, cet inconscient, il est caché dans la plupart de vos décisions. Il est un petit peu partout. Et ce que montre l'hypnose, c'est que c'est lui qui prédomine, tout le temps. Même quand vous pensez que c'est vous qui avez le contrôle. En réalité, vous avez vraiment très peu de contrôle. C'est pour ça que je recommande toujours de le prendre comme un allié. Il faut tout faire pour que
tous vos systèmes un petit peu automatiques soient un petit peu conditionnés pour vous faire du bien, pour que les choses autour de vous soient positives, parce que toutes vos émotions, vos perceptions et ce que vous pensez du monde sont conditionnés énormément par ce système. Et l'hypnose peut vous aider à faire de ce système 1 une sorte d'allié. Leçon numéro 6, si vous voulez apprendre l'hypnose, ne vous formez pas tout seul. J'ai perdu énormément de temps au début dans ma pratique à essayer d'apprendre tout seul en autodidacte, alors que j'avais simplement, par exemple, à essayer de trouver des hypnotiseurs plus expérimentés que moi, à leur poser des questions et ils m'auraient aidé à débloquer des situations d'une façon bien plus puissante que moi tout seul dans mon coin. Je sais que c'est un conseil vraiment tout bête de juste avoir quelqu'un d'autre avec qui pouvoir hypnotiser, mais je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de débutants parce que je sais qu'il y en a beaucoup, puisque je reçois des messages tous les jours de la part d'abonnés qui en fait sont tout seuls dans leur coin et ils s'étonnent en fait que ça prenne du temps d'apprendre à hypnotiser. L'hypnose, c'est un rapport qui est humain, c'est un échange, c'est un moyen de communication aussi l'hypnose. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument s'entourer soit d'un mentor entre gros guillemets, soit en tout cas à minima d'un ami qui accepte au moins de se faire hypnotiser ou de donner des retours sur nos séances. Leçon numéro 7, la légitimité ne vient pas des écoles. Alors ça, je sais que ça va faire mal à beaucoup de pratiquants. Je sais que je risque aussi de me faire insulter en DM ou dans les commentaires sous cette vidéo, mais je sais que je vois énormément de futurs pratiquants en hypnose qui s'imaginent qu'ils ont juste à passer par une école pour enfin avoir la légitimité de pouvoir hypnotiser. Je vais vous dire un truc tout simple, c'est qu'aujourd'hui, il existe aucune école qui a un cursus certifié. Quand vous voyez écrit certifié, que ce soit sur toutes les écoles d'hypnose que vous connaissez, ça ne veut absolument rien dire. Le seul parcours qui est certifié aujourd'hui pour faire de la thérapie, c'est le parcours de psychologue. C'est tout. Je suis désolé, c'est factuel, c'est comme ça. Est-ce que ça veut dire que toutes les écoles sont mauvaises et que se former dans une école d'hypnose est à jeter? Pas du tout. Bien au contraire, il y a des écoles qui sont excellentes. Ce que ça veut dire, c'est que le mot certifié, c'est du gros bullshit. Il y a des bonnes écoles, et je pense qu'il y a aussi des mauvaises écoles. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Alors moi, de mon côté, j'ai essayé la fac de psychologie. Je peux vous donner mon retour. C'est bourré de psychanalystes qui comprennent absolument rien à la psychologie clinique. Et je peux vous dire que c'est terrible. J'ai essayé de faire 3 ans de psychologie, et j'ai arrêté au bout de 3 ans et de 4 facs testées, parce qu'à chaque fois, en cours de psychoclinique, il y avait un professeur qui me sortait que je voulais couper avec ma daronne. Je vous avoue que ça a commencé à me saouler au bout de 3 ans, et donc que j'ai carrément arrêté les cours de psychologie. Alors je sais, il y en a, ça va pas leur plaire du tout que je dise ça. Il y en a d'autres qui vont être d'accord avec moi. Peu importe, c'est vraiment mon avis personnel, bien qu'aujourd'hui, je pense que c'est factuel, hein, c'est objectif. La psychanalyse, on sait que ça fonctionne pas, et je pense que la France aurait grand bien d'arrêter de mettre en avant la psychanalyse, notamment en fac. En attendant que tout ça se soit réformé et que peut-être un jour l'État se dise qu'il faudrait mettre une formation peut-être minime, obligatoire à tous les accompagnants, eh bien ce qui compte, c'est votre pratique et votre capacité à hypnotiser les gens. C'est tout ce qui compte parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se dire hypnotiseur. Et ce qu'il faut également, c'est vous armer votre esprit critique, pour que vous puissiez faire la différence entre une école qui va promouvoir des choses un petit peu bizarres, qui s'éloignent beaucoup de la science, et d'autres écoles qui vont être beaucoup plus factuelles, beaucoup plus scientifiques. Parce qu'il y en a aujourd'hui en France qui sont aussi très rigoureuses. Ce que j'ai compris également, c'est que l'hypnose est une des rares compétences qui est vraiment située entre l'art et la science. C'est un sujet de recherche qui est hyper évolué, l'hypnose. Il y a plein d'études qui parlent de ça. Mais également, il y a beaucoup de spectacles. On peut l'utiliser dans l'art de la scène. Je pense que c'est vraiment un art, l'hypnose. Et c'est aussi un art thérapeutique qui peut permettre d'aider les autres. Je pense pas qu'il y ait de contradiction entre ces deux mondes, entre l'art et la science. Voilà, c'était tout pour cette leçon. Si tu veux apprendre l'hypnose rapide, il y a un lien juste en bas dans la description. T'as juste à cliquer dessus et tu pourras apprendre l'hypnose rapide via une petite formation totalement gratuite.